Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi, les habitants de Douarnenez sont inquiets. Ils craignent une disparition du service de chirurgie de l'hôpital de la ville. Et puis nous ouvrons notre série Tempête un an après. Quel bilan? Aujourd'hui, coup d'œil sur l'île de Sein, assaillie par les vagues l'hiver dernier. C'est la vedette du dessert de Noël, la bûche se décline sous toutes ses formes, y compris en glace. Pour certains producteurs laitiers, c'est l'occasion de valoriser leur production. Exemple, dans les Côtes-d'Armor, tout de suite l'actualité de ce lundi 8 décembre 2014. 3 à 4 000 habitants, élus et personnels soignants ont défilé dans les rues de Douarnenez samedi. Un mouvement exceptionnel pour une situation exceptionnelle. En effet, l'hôpital de la ville est sur le point de perdre son service de chirurgie, faute d'anesthésiste. Guy Abalin s'est rendu dans les rues de Douarnenez samedi. C'est une inquiétude qui gronde depuis bientôt un an. Et samedi, à Douarnenez, ils étaient plus de 4000 à la crier haut et fort. La chirurgie à Douarnenez est en danger puisque nous manquons d'anesthésistes. Il nous faut des anesthésistes pour pouvoir continuer à fonctionner sur le bloc opératoire. C'est indispensable. Car qu'ils soient professionnels ou usagers, tous craignent que cette possible fermeture des blocs opératoires ne soit la première étape de la disparition de l'hôpital de Douarnenez sous sa forme actuelle. C'est pour ainsi dire la fin de l'hôpital de proximité. Il ne resterait plus que les personnes âgées et dépendantes. Si l'hôpital s'en va, les services de proximité d'urgence, d'anesthésie et tout ça, ça nuit à l'attractivité de la ville. Derrière ce manque de médecins anesthésistes se cachent aussi les projets de restructuration des services hospitaliers et la volonté de concentrer les activités dans des grands centres comme Quimper et de spécialiser les petits hôpitaux. Pourtant, à la fin de l'année 2013, le CEPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, porté par l'Agence régionale de santé, validait le maintien de la chirurgie à Douarnenez. Mais depuis, les anesthésistes rassemblés à Quimper ne souhaitent plus ou ne peuvent plus, faute d'effectifs, se déplacer. Donc il y a un vrai problème. On demande à ce que le CEPOM, dans la mesure du possible, soit appliqué et surtout que la coopération interhospitalière de Cornouailles s'exécute, se fasse, parce que là, actuellement, c'est pas dans double sens avec Quimper. Pire, au 1er janvier 2015, plus aucune présence d'anesthésistes n'est prévue à Douarnenez. Les médecins de l'hôpital affirment pourtant avoir trouvé des candidats pour venir exercer uniquement à Douarnenez. Mais une telle embauche n'est pour l'instant pas dans les plans de l'ARS. Nous ouvrons notre série Tempête un an après. Quel bilan? Pendant toute la semaine, nous retournons sur les lieux les plus marqués par l'assaut des vagues, du vent et de la météo hors norme de l'hiver dernier. Ce lundi, retour à Sein. L'île a subi de gros dégâts. Où en sont les réparations? Guy Abalin était sur place. C'est un bout de terre d'à peine 5 km de long, habitué aux coups de vent. Mais l'hiver dernier, l'île de Sein a été touchée plus qu'à l'accoutumée. L'artiste peintre Didier-Marie Le Bihan, installé ici depuis 15 ans, s'amuse chaque année à immortaliser en vidéo les tempêtes. Et les dernières l'ont impressionné. Alors celle-là, vous avez dû la voir à la télé, celle-là. Donc c'est moi qui les avais faites. Là, il y a le bruit. Sinon, moi, je partais en... Le sac est rentré carrément dedans la gare maritime. Des vagues comme ça, c'est vrai que ceux de l'année dernière, surtout ceux du 1er février, moi, j'en avais pas vu des aussi grosses. Alors, en 2008, il y en a eu. Ils étaient différents, ils étaient un peu moins grosses, mais ça se rapprochait pas mal de 2008. Et c'était assez fréquent. Ils étaient fréquentes, en fait, quoi. Durant l'hiver, les Sénans ont comptabilisé 12 épisodes météorologiques où d'immenses vagues, renforcées parfois par les grandes marées, sont venues se briser sur les fortifications de l'île. Et si les digues réparées en 2008 n'ont pas bougé, les plus anciennes, datant parfois du 19e siècle, ont souffert. Et ailleurs, le trait de côte a reculé de près de 3 mètres. Il faut continuer à conforter ce qui n'a pas été fait. Et c'est vrai que pendant des années, il n'y a pas eu d'entretien de réaliser, donc on paye ça maintenant. Et donc, effectivement, tous les digues qui sont anciennes sont à consolider. Bon, je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos problèmes. Pour les Sénans, le premier travail aura été de remettre à l'eau des dizaines de tonnes de galets venus s'échouer de l'autre côté des murs. Depuis, d'autres travaux plus importants sur les digues sont en cours de réalisation ou en étude, soit pris en charge par la municipalité, soit par le Conseil général. Mais les habitants de l'île de Sein sont fatalistes et savent très bien que sur leurs petits cailloux, tout cela ne sera qu'un éternel recommencement.
Le Téléthon a encore tenu toutes ses promesses en Bretagne et dans le Finistère en particulier. Le centre de Morlaix a enregistré 372 821 € de promesses de dons. Des avancées scientifiques sont suivies de près par les patients et leurs familles. Guy Abalin a rencontré un jeune homme atteint de la myopathie de Duchenne. Comme partout en France, ce week-end, le Finistère a vu se multiplier les actions en tout genre pour récolter des fonds pour le Téléthon. 90 manifestations dans le sud, 63 dans le nord, comme ici avec de la Zumba à Brest. Martine Louis fait partie de l'AFM et après 20 ans de bénévolat, elle continue d'appeler à la générosité. Sans ces manifestations, rien ne se ferait. C'est pas en allant brûler des pneus devant la préfecture qu'on arrivera à avoir des moyens pour la recherche. La recherche, je le disais tout à l'heure, coûte horriblement cher. Mais ces essais peuvent se faire malheureusement qu'avec une collecte relativement généreuse. Et les Français sont généreux. En 2013, sur les 89 millions récoltés pour le Téléthon, l'AFM estimait que les Finistériens avaient donné 1,8 million d'euros. Des dons pour la science, mais qui offrent aussi de l'espoir et du réconfort aux familles touchées par des maladies rares. Comme c'est le cas pour Marie et son fils Nicolas. Pour les familles, c'est vraiment l'occasion de se ressourcer, de faire le point un petit peu sur la recherche, d'avoir l'état des avancées sur la recherche, et puis de récupérer les fonds. Je pense que c'est super motivant pour les familles. C'est génial pour nous et ça nous donne la larme à l'œil parce qu'on est vraiment content que ça se passe comme ça et j'espère que ça va continuer, quoi. D'ailleurs, depuis la mise en place des thérapies géniques, les recherches avancent à grands pas. Nicolas est touché par la myopathie de Duchenne, une maladie rare qui bloque le développement des muscles. Mais depuis peu, des tests positifs ont été réalisés sur des chiens. Et en 2015, les premières expérimentations seront effectuées sur les hommes, avec un vrai espoir un jour pour Nicolas de bouger ses bras ou ses jambes. Tout cela grâce aux dons. C'est le must du dessert de Noël, la bûche pâtissière ou glacée. Certains éleveurs laitiers bretons fabriquent eux-mêmes une façon de valoriser leur lait. C'est le choix de Patricia Olivier, agricultrice à Cagny-Huel, près de Quintin. Anne Burlot lui a rendu une petite visite gourmande. Quand elle n'est pas dans son exploitation agricole avec ses vaches, Patricia est dans son laboratoire, en train de confectionner des glaces. Depuis 5 ans, elle développe cette activité complémentaire à l'élevage laitier. J'ai une formation pâtissière, donc c'était très intéressant pour moi de faire de la glace. Contrairement à d'autres produits qui sont les yaourts ou les choses comme ça, nous c'était intéressant. Et puis c'est pour nous c'est festif. On a différentes façons de faire la glace, de la transformer. Et donc c'était une question de diversifier aussi notre produit, donc le lait à la base. Chaque année, elle transforme 9000 litres de lait en glace, sous forme de cornets, de bacs ou de gâteaux, mais aussi sous forme de bûches. Et tout ça, bien sûr, de façon artisanale. On fait tout à la main. C'est pour ça qu'on fait des petits volumes. Pour les sorbets, on travaille à partir de fruits frais. Donc tout ce qui est crème glacée, donc on travaille par exemple la vanille, on travaille à des gousses de vanille. Une fois achevée, la pasta va passer une demi-heure dans cette sorbetière pour être pasteurisée, aérée et glacée. Cette agricultrice du centre-Bretagne n'a pas de temps à perdre. Elle doit concevoir 900 bûches glacées d'ici la fin de l'année. Avec les délais de congélation, il faut compter 3 jours pour élaborer une bûche. C'est le milieu, donc c'est ce qu'on appelle un serre. Donc donc on l'intègre au milieu de la bûche et ensuite on fait le lissage. Et il y a le démoulage, la déco et l'emballage. Ces bûches sont vendues 16 € l'unité. Et visiblement, elles séduisent les clients, puisqu'en 4 ans, Patricia a doublé sa production. Et si vous voulez en savoir plus encore sur les bûches, ne ratez pas Quoi de neuf ce mardi 9 décembre à partir de 18h15. Émission présentée par Xavier Patrijon et donc consacrée à la bûche de Noël. C'est pour en savoir plus sur ce dessert. Et pour finir, les grands préparatifs de la première édition des Victoires de la Bretagne, événement organisé par le groupe Le Télégramme et le Crédit Agricole. Ce mardi à l'Arena à Brest, 12 Bretons seront récompensés pour leur réussite en 2014. Ils recevront une bigoudaine originale, symbole du caractère breton, comme l'explique Olivier Clèche, l'organisateur.
C'est le trophée des premières victoires de la Bretagne. C'est cette petite statuette qui représente une Bigouden Punk, c'est pas banal. C'est une création de Mathieu Pound et qui est fabriquée par Henriot Quimper. C'est un peu l'esprit, effectivement. Le breton a une nature parfois très réservée, parfois un peu trop. Il a du mal à se féliciter de ses propres réussites. Et on a voulu mettre un petit peu de paillettes dans tout cela. C'est une année où parfois il y a quelques sujets de pessimisme et de morosité. On a voulu faire souffler un vent d'optimisme. Et cette bigouden non conventionnelle nous paraissait assez raccord, on va dire, avec l'esprit de la manifestation. Les victoires demain soir, mais avant, il y aura le JT, comme tous les soirs à 18h30. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain.